le 15 décembre 1985. À l'intérieur d'un centre de congrès de Washington, D.C., plus d'une centaine de criminels recherchés rient, boivent du champagne et embrassent des cheerleaders. Ils pensent avoir gagné des billets gratuits pour un match des Washington Redskins à guichet fermé et un accès à une célébration VIP exclusive. Ce qu'ils ignorent, c'est que chaque serveur qui remplit leur verre, chaque ouvreur souriant, chaque cheerleader qui les félicite est un US Marshal infiltré portant un pistolet dissimulé. En moins de 45 secondes, un homme en chapeau haut de forme s'approchera du microphone et leur annoncera la pire nouvelle de leur vie. Vous êtes tous en état d'arrestation. Les portes latérales s'ouvriront en grand. 25 agents tactiques inonderont la salle, armes au poing, et 101 fugitifs, meurtriers, barons de la drogue, braqueurs armés, se figeront alors que le piège se referme. Mais voici le plus fou. Ces criminels n'ont pas trébuché dans cette embuscade. Ils y ont répondu. Ils ont remercié les marshals pour l'invitation. Alors, comment les forces de l'ordre ont-elles réussi à convaincre plus d'une centaine de fugitifs dangereux de se jeter volontairement dans les menottes? Et que se passe-t-il lorsqu'une salle remplie d'hommes armés réalise au même moment qu'ils ont été dupés? Pour comprendre cela, il faut remonter aux États-Unis en 1985. Les US Marshals étaient débordés. Il y avait plus de 250 000 fugitifs dans tout le pays, des centaines rien qu'à Washington, D.C. Et chaque arrestation signifiait défoncer une porte qui pouvait cacher un fusil à pompe. Les adjoints revenaient avec des trous de balles dans leurs gilets ou ne revenaient pas du tout. Les fugitifs ne se cachaient pas dans l'ombre. Ils vivaient ouvertement dans des quartiers où les voitures de patrouille ne ralentissaient pas, des meurtriers, des prisonniers évadés et des braqueurs armés dormant avec des armes à portée de main. Quand quelqu'un frappait, ils tiraient les premiers. Le marshal de district Herbert Rutherford a vu des adjoints chevronnés s'épuiser, démissionner ou finir dans des sacs mortuaires. Pour chaque fugitif capturé, 3 mandats supplémentaires s'accumulaient. Chasser les criminels un par un n'était plus de l'application de la loi. C'était de l'attrition et ils étaient en train de perdre. Rutherford avait besoin de quelque chose d'impossible, des dizaines d'arrestations à la fois, sans fusillade, sans aucune chance de résistance. Mais qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'un fugitif paranoïaque, quelqu'un qui avait passé des années à fuir la loi, entre calmement dans une pièce pleine de flics? La réponse, assez étrangement, impliquait le football. Une nuit d'octobre, le chef adjoint Toby Rowe était assis dans un restaurant, regardant une télévision en sourdine. Les Washington Redskins affichaient un bilan de 7 victoires pour 1 défaite et se dirigeaient vers les éliminatoires. Chaque match était à guichet fermé et les revendeurs vendaient les billets des centaines de dollars pièce. Dans une ville déchirée par la drogue et la violence, les Redskins étaient la seule chose qui rendait encore les gens heureux. Rowe fixa l'écran et quelque chose se déclencha. Il se tourna vers Rutherford et dit « Et si nous arrêtions de chasser les criminels et les faisions venir à nous ?» Rowe attrapa une serviette en papier et commença à la esquisser. Des billets gratuits pour les Redskins, une fête VIP, de la nourriture, du champagne, de l'excitation. Détendre les fugitifs, les rendre heureux, leur donner l'impression d'avoir de la chance, puis verrouiller les portes et arrêter tout le monde en même temps. Cela violait toutes les règles de la police traditionnelle. Cela reposait sur le fait que les criminels seraient suffisamment avides pour tomber dans un piège évident. Mais Rowe croyait en une chose simple. Les fugitifs ne sont pas stupides, ils sont avides. Et l'avidité pousse les gens intelligents à faire des choses profondément stupides. Rutherford fixa la serviette un long moment, puis dit « Proposons-le ». 2 hommes assis dans un restaurant venaient de concevoir la chasse à l'homme la plus audacieuse de l'histoire américaine. Une idée griffonnée sur une serviette de restaurant ne suffisait pas à attraper des criminels. Pour la concrétiser, les Marshalls avaient besoin d'une approbation, d'une fausse entreprise, de milliers d'invitations et d'agents prêts à se déguiser en serveurs et en cheerleaders. Plus important encore, ils avaient besoin que les fugitifs se présentent réellement. Car si un seul criminel paranoïaque sentait un piège, toute la fête pourrait se transformer en bain de sang. La question qui tenait tout le monde éveillé était simple et terrifiante. Quelle faiblesse psychologique pourrait pousser un homme qui avait échappé à la capture pendant des années à entrer volontairement dans une pièce pleine de flics
Et que se passerait-il quand plus d'une centaine de fugitifs armés réaliseraient au même moment qu'ils avaient été dupés? En octobre 1985, Tobiro a présenté le stratagème. Certains adjoints ont ri au début. Inviter des meurtriers à un brunch semblait fou. Mais pendant que Rowe continuait de parler, le silence se fit dans la pièce. Le plan était précis. Créer une fausse entreprise appelée Flagship International Sports Television. Imprimer 3000 lettres d'aspect officiel annonçant des billets gratuits pour le match Redskins contre Bengals du 15 décembre, plus une tombola pour des abonnements de saison et un voyage au Super Bowl Kiss. Les envoyer à chaque fugitif ayant une adresse connue et les inviter à un brunch VIP dans un centre de congrès du centre-ville. Quiconque franchirait la porte serait arrêté. Le génie n'était pas les billets, c'était la psychologie. La vie en cavale est solitaire. Vous ne pouvez faire confiance à personne. Vous regardez le football seul dans un appartement exigu, sursautant aux sirènes, dormant légèrement avec une arme à proximité. Puis un jour, une lettre arrive vous disant que vous êtes spécial, que vous avez gagné quelque chose, que pour une fois, vous n'êtes pas traqué. Les Marshalls n'offraient pas de billets. Ils offraient la seule chose que la vie de fugitif enlève complètement, le sentiment d'être un gagnant. Ce désir l'emporte sur presque tous les instincts de survie. Les invitations ont été imprimées sur de faux en-têtes et signées par un cadre fictif dont le nom était en soi une blague privée. La ligne téléphonique de réponse jouait « I fought the law » comme musique d'attente. Chaque détail était soigneusement conçu, suffisamment professionnel pour paraître réel, suffisamment ludique pour sembler inoffensif. Fin novembre, les lettres ont été envoyées dans tout Washington DC, puis ce fut le silence. Une semaine passa, puis deux. Le groupe de travail commença à craindre que les criminels n'aient déjoué le piège. Puis le téléphone sonna. Un homme recherché pour vol à main armée confirma sa présence et demanda s'il pouvait amener sa petite amie. L'adjointe qui répondit à l'appel dit oui sans hésiter, puis dut se couvrir la bouche pour ne pas crier après avoir raccroché. Un poisson ne suffisait pas, il en fallait des dizaines. Chaque jour de calme était un échec. Puis les appels commencèrent à arriver plus vite. Les fugitifs remerciaient les réceptionnistes pour l'invitation. L'un demanda ce qu'il devait porter. Un autre voulait des détails sur le buffet. Quelqu'un d'autre posa des questions sur le bar ouvert. Les adjoints luttaient pour rester dans leur rôle, tandis que des criminels de carrière programmaient poliment leurs propres arrestations. En 10 jours, 160 fugitifs avaient répondu, et des dizaines d'autres prévoyaient de se présenter sans préavis. Certains se vantaient même auprès de leurs voisins de leurs billets gratuits. L'un aurait montré l'invitation à son agent de probation. Les criminels les plus audacieux et les plus imprudents se portaient main volontaire. Quelques-uns, plus prudents, jetèrent les Nicoletredo, mais l'avidité se révéla bien plus puissante que la paranoïa. Pourtant, le danger était énorme. Chaque fugitif présent était potentiellement armé, désespéré et prêt à tuer pour éviter la prison. Si un seul invité sentait le piège tôt, si quelqu'un remarquait des sorties trop bien couvertes ou des serveurs trop attentifs, une arme pourrait sortir et la salle de bal deviendrait instantanément un stand de tir. Les Marshalls n'avaient aucun seul avantage, la surprise, et ils n'auraient qu'une seule chance de l'utiliser. Avec la liste des invités qui s'allongeait, les Marshalls savaient que le plan vivrait ou mourrait selon son exécution. Ils ont rassemblé 166 officiers de tout le pays, évitant délibérément la police locale que les fugitifs pourraient prédire connaître. La salle de bal du centre de congrès a été réservée, chaque entrée et sortie a été cartographiée, et une équipe tactique a été postée hors de vue dans les couloirs. Le piège était tendu, mais maintenant venait la partie la plus difficile. Les Marshalls allaient devoir organiser une fête tout en étant entourés de tueurs armés. Un mauvais regard, une erreur de comportement, et tout s'effondrerait. Pour survivre, ils devaient cesser de penser comme des policiers et commencer à penser comme des acteurs. Dans un entrepôt de l'autre côté de la ville, des officiers du SWAT répétaient le port de plateaux de croissants sans instinctivement chercher leurs armes. Des spécialistes tactiques qui avaient passé des années à enfoncer des portes s'entraînaient à verser du café avec des sourires chaleureux et crédibles. Des adjoints bourrus mémorisaient des phrases joyeuses comme « Par ici, monsieur »
Et encore du champagne? L'absurdité était surréaliste. Des hommes de loi endurcis s'entraînant à jouer les traiteurs pour un public de fugitifs. Mais les enjeux étaient mortellement sérieux. Une seule erreur pouvait déclencher une fusillade. Chaque répétition était traitée comme une production scénique où des vies étaient jouées en jeu. Le détail le plus brillant était l'accueil à l'entrée. Des adjointes étaient déguisées en cheerleaders des Washington Redskins et postées pour accueillir chaque invité avec un câlin enthousiaste. Cela semblait ridicule, mais c'était génial. Le câlin servait également de vérification rapide des armes. En 3 ou 4 secondes, elles pouvaient sentir une arme à la taille, un couteau dans une poche, tout ce qui était dur ou métallique. Si une arme était détectée, un signal subtil alerterait les renforts avant que l'invité n'atteigne la salle de bal. S'il était clean, il était autorisé à passer avec un sourire, remerciant la personne même qui venait de le fouiller. La distraction était la couche suivante. 2 des plus grands marshals ont reçu les affectations les plus étranges de leur carrière. L'un porterait un costume de mascotte de poulet intégral, une contrefaçon du célèbre poulet de San Diego. L'autre se déguiserait en mascotte non officielle des Redskins, avec une coiffe et un maillot. Ce n'étaient pas des sillets, ce n'étaient pas des blagues. C'était un camouflage tactique. Musique forte, mascotte dansante, mouvements constants et bruits visuels, détournés autant son son et qui a détourné l'attention des sorties, des positions de sécurité et des serveurs qui regardaient cette île de trop près. Des répétitions générales ont été effectuées dans l'entrepôt avec la disposition de la salle de bal scotchée au sol en béton. Certains adjoints jouaient les hôtes, tandis que d'autres agissaient comme des fugitifs, testant chaque mouvement, chaque signal, chaque imprévu. Les premières tentatives furent désordonnées. Un ouvreur oublia de distribuer les badges nominatifs. Un serveur utilisa accidentellement un vrai nom. L'adjoint dans le costume de poulet eut un coup de chaleur et dut être retiré. De petites erreurs, mais potentiellement fatales. Alors, ils s'entraînèrent encore et encore, jusqu'à ce que l'opération se déroule sans accroc, comme une performance chorégraphiée. Chaque agent infiltré portait un pistolet dissimulé, chacun d'entre eux, mais le but était de ne jamais le sortir. Car si un fugitif sentait le danger et cherchait une arme, il n'y aurait pas le temps de viser. Il n'y aurait que le chaos, des cris et des corps. Lors des derniers briefings, le message a été répété encore et encore. Restez dans votre rôle. Gardez vos mains visibles. Faites confiance au plan. Priez pour que personne ne remarque. Le 15 décembre 1985 arriva, froid et gris. Avant le lever du soleil, des camions banalisés déchargèrent du matériel par l'entrée de service du centre de congrès. Bannières, tables de buffet, système de sonorisation, caisse de champagne, costume de mascotte. À l'aube, la grande salle de bal avait été transformée en ce qui ressemblait à une véritable célébration VIP. Les tables de buffet pliaient sous les œufs, brouillés, le bacon, les pâtisseries et les fruits. Des bannières des Redskins couvrirent les murs. Des ballons rouges des dorés flottaient dans les coins. Des écrans de télévision diffusaient des montages de moments forts, tandis que des chants de combat résonnaient dans la pièce. Tout semblait parfait. Rien ne ressemblait à une prison. Les adjoints prirent leur position, les serveurs derrière les tables de buffet, les cheerleaders à l'entrée, les ouvreurs à l'inscription, la mascotte poulet répéta une dernière danse maladroite. L'équipe tactique attendait silencieusement dans les couloirs, invisible mais prête. À 9 heures, les portes devaient s'ouvrir. Chaque agent infiltré vérifia une dernière fois son arme dissimulée. Puis ils attendirent. À 8 heures, 1 heure en avance, le premier fugitif arriva. Trop excité pour attendre. L'équipe se mit rapidement dans son rôle. Une cheerleader l'intercepta avec un grand sourire et l'enveloppa dans un long et enthousiaste câlin, utilisant ces quelques secondes pour confirmer qu'il n'était pas armé. « Vous êtes un gagnant par ici ». Un ouvreur en smoking le guida vers le bureau d'inscription où son nom fut vérifié sur la liste et un badge nominatif lumineux fut épinglé sur sa poitrine. La couleur codait secrètement son niveau de menace. Bleu pour faible risque, rouge pour dangereux. Pour les délinquants les plus violents, le personnel les annonçait comme des doubles gagnants. Un signal discret pour les surveiller attentivement lorsque l'interception commencerait. L'homme ne remarqua rien. Il était trop occupé à sourire devant le café et les beignets gratuits.
se sentant chanceux pour la première fois depuis des années. Les invités arrivaient régulièrement. En milieu de matinée, plus d'une centaine de criminels recherchés remplissaient la salle de bal. La plus grande concentration de fugitifs sous un même toit dans l'histoire de Washington, D.C. Pas un seul ne savait qu'il était encerclé. Ils remplissaient leurs assiettes au buffet, trinquaient au champagne, riaient des mascottes et posaient pour des photos. Certains se reconnaissaient de crimes passés ou d'anciens séjours en prison, mais aujourd'hui, ils n'étaient que des gagnants à une fête. L'atmosphère était surréaliste. Charles Watkins, l'un des 10 fugitifs les plus recherchés de D.C. pour homicide, se tenait près du buffet, mangeant calmement une pâtisserie et débattant des chances de play-off. Des meurtriers présumés discutaient du temps avec des trafiquants de drogue. Des braqueurs armés riaient pour des photos. Pendant une matinée, chaque homme dans cette pièce cessa de fuir. Les marshals échangèrent de subtils hochements de tête. Le piège était plein. Les portes étaient sur le point de se verrouiller. Arriva maintenant la demi-minute la plus dangereuse de toute l'opération. L'adjoint marshal Louis McKenna, affublé d'un ridicule chapeau haut de forme et d'une queue de pie, monta sur scène comme un animateur de jeux télévisés et tapota le microphone. La musique baissa. Les conversations s'estompèrent. Plus d'une centaine de visages se tournèrent lentement vers lui. Autour de la pièce, les marshals infiltrés se dirigèrent nonchalamment vers les sorties et les verrouillèrent une par une, des mouvements si naturels que personne ne remarqua rien. Derrière les murs, l'équipe tactique en équipement complet se plaça silencieusement en position d'assaut. McKenna sourit à la foule. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus. J'espère que vous vous amusez. » Les fugitifs applaudirent et levèrent leurs verres. Chaque marshal dans la pièce retint son souffle. 100 hommes armés se tenaient entre eux et les sorties. Un faux mouvement maintenant déclencherait le chaos. McKenna leva la main théâtralement. « Avant de nous rendre au match, nous avons une grande surprise pour vous tous. » Ces mots restèrent en suspens. C'était le moment. Les cheerleaders avaient disparu. Les mains des serveurs glissaient vers leurs étuis dissimulés. Si un seul fugitif paranoïaque sentait ce qui allait arriver, les 3 secondes suivantes décideraient de tout. Le sourire de McKenna disparut. Sa voix tomba, froide et définitive. « Vous êtes tous en état d'arrestation. » Pendant un battement de cœur, il y eut un silence absolu. Les mots ne furent pas enregistrés. Puis les portes latérales s'ouvrirent en explosant et 25 officiers tactiques inondèrent la salle de bal en parfaite formation, armes levées. La musique de fête mourut en pleine note. La mascotte poulet se figea. « Main sur la tête !» cria McKenna, son charme d'animateur de jeu remplacé par l'aboiement de l'autorité fédérale. Les fugitifs fixèrent avec incrédulité les hommes qui leur servèrent du champagne quelques minutes plus tôt et qui tenaient maintenant des armes. Quelques rires nerveux éclatèrent, pensant que c'était une blague. Puis ils virent l'armure, les insignes, les doigts fermement posés sur les gâchettes. Un homme se précipita vers une sortie, mais elle était verrouillée. Des marshals l'interceptionnèrent avant qu'il ne fasse 3 pas, le projetant face contre terre sur le tapis. Autour de la pièce, les mains se levèrent lentement. Personne ne chercha d'armes. Quel que soit le combat que ces hommes menèrent dans les rues, il s'évanouit instantanément. Des années de bravade s'effondrèrent sous une force écrasante et une surprise totale. Il n'y avait nulle part où fuir et rien à faire d'autre que de se rendre. Les marshals se déplacèrent dans la salle de bal en aboyant des ordres, en claquant des menottes au poignet, en attachant avec des serre-câbles quiconque hésitait. À genoux, mains visibles, personne ne bouge. L'obéissance était étrange. 100 hommes dangereux s'effondrant sur le sol sans combat. Quelques-uns bredouillaient des protestations, invoquant des erreurs ou des malentendus, mais la plupart ne pouvaient même pas parler. 5 minutes plus tôt, ils étaient des invités VIP, rêvant de voyages au Super Bowl et d'abonnements de saison. Maintenant, ils gisaient face contre terre sur le tapis, à côté de verres de champagne renversés et d'assiettes d'œufs à moitié mangées. L'intégralité de l'opération, de l'annonce de McKenna au dernier clic des menottes, dura moins de 4 minutes. Quand le silence revint enfin dans la pièce, le compte fut fait. 101 fugitifs arrêtés, pas un seul coup de feu tiré.
aucune blessure de part et d'autre. À l'extérieur, des bus scolaires jaunes attendaient pour transporter les prisonniers pour le traitement. Les hommes menottés passèrent devant l'entrée sous une bannière qui disait toujours « Félicitations ». Les caméras capturant l'image finale absurde pour les gros titres du lendemain matin. À l'intérieur de la salle de bal en ruine, entourée de ballons dégonflés, de plateaux de buffet abandonnés et du costume de poulet froissé, l'équipe d'infiltration expira enfin. Les sourires se propagèrent, quelques-uns rirent avec incrédulité. Ils avaient réussi l'une des plus grandes et des plus dangereuses arrestations de masse de l'histoire américaine en n'utilisant rien d'autre que de faux en-têtes de lettres, des costumes loués et une vérité psychologique brutale. Même un homme qui avait passé des années à fuir la loi ne pouvait résister au sentiment d'être un gagnant pour une journée. Alors qu'un fugitif menotté passait, il regarda les marshals épuisés et secoua la tête avec un sourire tordu, admettant qu'il l'avait peint bien nu. Mais la vérité était plus simple que cela. Les criminels s'étaient tués eux-mêmes. Ils sont entrés dans leur propre prison, ont serré la main aux personnes qui construisaient leur cage, ont posé pour des photos avec des agents infiltrés et les ont remerciés pour l'hospitalité. Chaque sourire, chaque poignée de main, chaque moment de se sentir spécial existait parce qu'ils ne pouvaient misto pas dire non à des billets de football gratuits qui n'existaient pas. L'opération Flagship est devenue un modèle pour les opérations d'infiltration à l'échelle nationale. La preuve que l'arme la plus puissante des forces de l'ordre n'est ni la force ni la puissance de feu, mais un mensonge si généreux et parfaitement conçu que personne ne croit que c'est un piège.